Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de l'Agora du Prof. Et aujourd'hui à l'Agora, on fait un petit tour à l'international, on traverse l'océan Atlantique, direction la France, pour rencontrer le journaliste d'investigation, M. Benoît Chaumont. Benoît, comment allez-vous? Bonjour Jonathan, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me regardent au Québec. Je peux te confirmer que plusieurs enseignants sont présentement jaloux de ma chance parce qu'on est plusieurs à être tombés par hasard sur YouTube sur les capsules de l'effet papillon et on trouve que c'est un contenu puis un format qui est vraiment hyper pertinent. C'est des capsules qui sont assez courtes, qui sont droites au but, qui sont avec des enjeux concrets et je suis vraiment content qu'on puisse en discuter parce que j'ai beaucoup de questions sur certains de tes voyages les plus, je vais dire, extrêmes parce que pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, Benoît se spécialise en voyage ou on pourrait dire en journalisme en zone, on pourrait dire un peu plus extrême, un peu partout sur la planète. Peut-être nous parler un peu justement de ton pédigree en tant que journaliste, Benoît. Oui, j'ai commencé il y a maintenant 20 ans dans une chaîne d'information française qui appartenait à Canal+, qui s'appelle iTélé. OK. Donc j'ai fait du news pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai été embauché à l'agence CAPA, qui est une grosse agence française, d'abord pour être reporter pour une émission politique. Je voyageais pas beaucoup à ce moment-là. J'étais plutôt à l'Assemblée nationale à Paris. OK. Euh, et Légèrement ensuite, différent. cette émission s'est arrêtée et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de l'Effet Papillon, qui est donc une émission, qui était, puisque cette émission s'est arrêtée il y a 2 ans. C'est une émission qui faisait des reportages à l'étranger, quoi, du grand reportage. Puis on a beaucoup, beaucoup de contenu pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas l'effet papillon, la chaîne YouTube. Je crois que tous les épisodes ont été mis en ligne ou sinon il en manque pas beaucoup de ce que j'ai cru comprendre. Mais un journaliste d'enquête qui est habitué à voyager, comment on vit notre année de confinement, pandémie quand on est un journaliste justement qui voyage beaucoup? Pour être honnête, pour tout vous raconter, quand l'émission s'était arrêtée, je n'étais pas mécontent parce que je venais de faire 5 ans de grands reportages à un rythme très, très soutenu. Combien de Parce pays? Est-ce que tu t'en souviens? Non, non, mais je crois entre 50 et 60. Quand même, que c'est beaucoup. Euh, et donc, le rythme pour cette émission, qui était une émission hebdomadaire, enfin, je ne partais pas toutes les semaines, mais je partais quand même toutes les 3 semaines, voire parfois tous les 15 jours. Et on pouvait partir une semaine en Chine, revenir, monter le sujet, et repartir 15 jours après aux États-Unis. Donc, ça faisait des shoots de jet lag assez violents. J'en doute Euh, pas. à mon avis, même les hôtesses de l'air ou les stewards voyagent pas autant, ou en tout cas ont plus de repos entre les deux. Donc, euh, donc voilà, à ce rythme-là, en fait, fallait que je lève le pied un petit peu, quoi. Mais pour répondre précisément à cette question, à cause du Covid, oui, c'est sûr que j'ai pas voyagé depuis un an, mais j'ai quand même réalisé 2 documentaires de Paris, mais des documentaires un peu longs qui ont été diffusés, là, l'un la semaine dernière et l'autre qui sera diffusé ce dimanche sur France 5. Donc, j'ai quand même continué à faire mon travail de journaliste, hein, mais en effet, sans prendre l'avion. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ces deux documentaires-là, les sujets, les thématiques, de quoi ça peut parler? Et est-ce que ça va être disponible à l'international par hasard? Hum, J'ignore si vous OK. aurez accès à ces sujets au Québec, mais oui, c'est le dernier, c'est un documentaire de 90 minutes qui s'appelle Covid-19 aux origines d'une crise mondiale. Oh, Et OK. l'idée, c'était de revenir sur les 6 premiers mois de la pandémie, de la découverte des premiers cas en Chine en décembre 2019, OK. jusqu'à la levée du premier grand confinement, comme on l'a appelé, donc en juin, juillet, quoi. Et essayer aussi, enfin, surtout dans ce documentaire, de raconter l'impact que ça a pu avoir en termes de géopolitique. Oh, oh, Puisque wow, ça doit être intéressant. oui, 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 j'en suis assez content. J'ai eu de très bons retours d'ailleurs dans la presse. J'espère qu'on va pouvoir l'écouter au Québec parce que le mot géopolitique vient automatiquement me chercher là, pour ceux qui le savent déjà. Je suis un enseignant qui enseigne l'initiation à la géopolitique dans la vie de tous les jours. Là, puis c'est pour ça justement que je trouve que c'est un sujet très, très, très intéressant.
D'accord. Et bah oui, oui, non, j'ai adoré faire ce film. J'ai eu encore une fois beaucoup de chance parce que pouvoir réaliser un documentaire de ce format-là, avec autant de temps sur cette crise mondiale Mhm. qui est quasiment du jamais vu en fait dans l'histoire contemporaine. C'était absolument passionnant. Et Et je- pour finir, le deuxième documentaire, donc puisque tu me demandes mon actu, Oui, et le oui. deuxième documentaire, c'est sur la démission de Bouteflika qui a eu lieu du président Ah, Bouteflika, le en président algérien, Algérie, ok, oui, oui, oui. qui a suivi ce formidable mouvement populaire qu'on a appelé le Irak et qui a conduit à la démission de Bouteflika. Il est âgé de quoi, 90 ans, si ma mémoire est bonne? Ouais, il a fait pendant 20 ans de pouvoir, 4 mandats, et il se représentait pour un cinquième mandat, et alors qu'il était en très mauvaise santé. On pourrait presque dire qu'il aurait pu faire partie du Dictature Tour qu'on va parler un peu plus tard dans l'épisode. En parlant un peu de COVID, peut-être juste avant de faire le lien vers le sujet le plus important de l'entrevue, comment se passe la COVID-19 présentement à Paris, en France, pour voir si c'est très, très semblable ou différent de la situation au Québec? Bah, déjà, je vais encore une fois vous parler de moi parce qu'il se trouve que je suis plus isolé que les autres. Ma femme a le coronavirus. Oh Mais non! ça va, dans une forme, OK. ça va durer, mais elle a mal au crâne et Est-ce que c'est un variant? Est-ce que c'est la souche origine? elle a le variant anglais. Oh, OK. Et, OK. bah, et pour l'instant, je passe au travers. J'ai fait 2 tests, je suis négatif. Mais en France, quand vous êtes cas contact, comme on appelle ici, vous êtes censé rester isolé pendant 17 jours. Donc là, je suis complètement isolé. Donc, un petit voyage virtuel au Québec pour passer Ouais, le temps. ça me fait super plaisir. Ah, ça me fait vraiment plaisir aussi, Benoît, parce que là, je veux pas te lancer des fleurs inutilement, mais juste pour dire que ça fait environ 4 ans que j'utilise tes capsules en classe. Mes élèves apprécient beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de mes étudiants qui vont écouter et qui vont dire: Waouh, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on est capable d'avoir justement une discussion ensemble aujourd'hui parce que les sujets avec lesquels on va aborder dans quelques instants, c'est surtout par rapport à la série Dictature Tour qui est, à mon avis, le gros morceau qu'on peut avoir justement sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie. Et je voulais savoir pourquoi le Dictature Tour, pourquoi un journaliste se lance dans un projet qu'on pourrait même dire dangereux, parce que j'imagine qu'il doit y avoir eu des moments où peut-être craint pour ta santé, ta vie ou la prison et des trucs comme ça. Alors, faut reconnaître, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'idée du rédacteur en chef de l'Effet Papillon, OK. qui a voulu lancer il y a quelques années des séries de reportages incarnés. Et parmi les idées qu'il a eues de séries, il y a eu ce Dictature Tour, mais aussi Fuck le système que j'ai pu faire. Mhm. Et j'ai d'autres collègues qui en ont fait d'autres. Il y avait une série qui s'appelait No Go Zone sur des endroits dangereux, Oui, comme à mais Tchernobyl et voilà, compagnie. exactement, ou dans des quartiers chauds d'Amérique du Sud. Mhm. Il y avait une autre série sur l'amour dans le monde. Et donc, moi, j'ai hérité du Dictature Tour. Euh, Ben, c'est positif et négatif. C'est signe que vous allez avoir à faire un gros morceau du travail, mais c'est aussi signe que c'était quand même un contrat assez risqué, on pourrait dire. oui, alors la difficulté, donc, c'était évidemment de rentrer dans ces pays-là, puisque ce sont des pays où les journalistes ne sont pas les bienvenus. Donc, il a fallu trouver à chaque fois des moyens pour y mettre un pied. Donc, soit en obtenant des visas de journalistes, en y allant, en montrant patte blanche, De façon enfin, légale, on va dire. oui, de façon légale, en effet, mais c'est pas vraiment en montrant patte blanche, parce que la plupart du temps, je ne disais pas que j'allais faire un sujet qui allait rentrer dans le cadre d'une série qui s'appelle le Dictature Tour. En l'occurrence, pour aller en Iran, par exemple, à l'ambassade, oui, je leur ai dit que j'allais faire un sujet sur la jeunesse dorée iranienne. Euh, et puis, bon, bah, on a essayé de faire quelques pas de côté et d'aller voir et de montrer autre chose. Pareil pour la Biélorussie. La Biélorussie, j'ai eu un visa presse, j'ai pu y aller en tant que journaliste. Mais je crois que Euh, la Biélorussie essayait de redorer son image aussi, donc c'était une belle occasion pour eux de montrer, je vais dire, la grandeur de la nation biélorusse.
Oui. Alors, premier épisode, à mon avis, c'est le meilleur exemple, c'est la Tchétchénie. Ah, avec Et notre ami Ramzan avec Kadyrov. Ramzan. Et il se trouve que Ramzan Kadyrov, en effet, genre un an avant que je commence le Dictature Tour, avait dit dans une conférence de presse qu'il voulait ouvrir la Tchétchénie au tourisme. OK. Il était en train de construire une station de ski dans les montagnes tchétchènes et il voulait faire venir des touristes en Tchétchénie. Donc, on l'a pris au mot et j'ai contacté les autorités russes finalement Oui. puisque ça appartient, ça fait partie de la Fédération de Russie, et en leur disant qu'on voulait faire un sujet. Alors, je ne sais pas si le public québécois connaît, mais chez nous, on a une émission qui s'appelle Échappée belle, qui Oui, 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 raconte. on a une version québécoise, je crois, de cette émission-là Bon, aussi. alors voilà, je leur ai fait croire qu'on allait faire une sorte d'échappée belle pour raconter les bons côtés de la Tchétchénie, quoi. Aller montrer les Donc, pareil. activités qu'on peut faire, les sports et Voilà. compagnie. Alors, mais De donc, mémoire, je est-ce leur que avais tu demandé, excuse-moi, pardon, excuse-moi, Jonathan. je crois que de mémoire, on t'a vu aller pêcher dans les Oui, montagnes tchétchènes, si je me voilà, donc trompe. ça faisait partie des séquences qu'ils voulaient bien nous montrer. OK. Euh, mais en revanche, je leur avais demandé si on pouvait filmer cette fameuse station de ski qui se trouve dans des coins reclus des montagnes tchétchènes. Et bien, on n'a pas pu parce que c'est une zone qui était tenue par l'armée russe et on n'a pas eu l'autorisation d'y aller, quoi. Donc, Donc, c'était peut-être plus prévu pour une élite russe ou pour une certaine catégorie de personnes que monsieur et madame tout le monde. oui, c'est ça, exactement. Donc, on commence avec Ramzan Kadyrov en Tchétchénie. Par la suite, est-ce qu'il y a un pays que tu n'as pas été capable d'aller visiter? Parce que moi, j'en ai un en tête que j'aurais aimé que tu puisses aller visiter, mais je me demande si dans ce que tu as essayé, il y en a un que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas Alors, pu. moi aussi, j'en ai un en tête. C'est toi qui commences ou c'est moi qui Est-ce que commence? ce serait Tu l'écris sur un le papier? Turkménistan par hasard? Ah, alors oui, Avec notre j'aurais ami adoré. Berlan Gouli Alors, Merdimhamedov. j'y ai réfléchi. J'ai même été en contact avec des dissidents turkmènes pour voir comment faire. Mais alors, le Turkménistan, l'une des manières que j'avais trouvées pour y aller, c'était de traverser le pays. Ils donnent des visas, en fait. Ils vous octroient des visas si vous traversez le pays en 3 jours, si c'est juste un point d'étape Entre les deux autres entre pays, l'Ouzbékistan et je crois que c'est le Tadjikistan, mais je ne suis pas sûr. moi non plus. Bref, mon idée, c'était de partir de l'Ouzbékistan et de dire qu'on traversait et d'avoir 3 jours pour essayer de montrer à quoi ressemblait ce pays. Mais la difficulté là, c'est que, évidemment, je n'aurais pas pu avoir de traducteur turkmène avec moi. Et celui qui aurait accepté aurait été vraiment en danger. Mhm, Donc, vraiment. je n'aurais pas pu communiquer avec les gens. Donc, je me demandais ce qu'on allait pouvoir montrer finalement en Est-ce trois qu'il y aurait jours. eu matière à Est-ce qu'il y aurait reportage? matière à raconter quelque chose? OK. Ouais. Donc, mais l'autre pays dans lequel j'aurais bien voulu aller, c'est l'Arabie Saoudite. Et j'ai Ah fait plus. oui. Ah oui, oui. Mhm. Et alors ça, pareil, il n'y a pas de tourisme là-bas. C'est pas possible d'y aller en touriste. C'est possible d'y aller faire du business. Donc, il aurait fallu que je Ou monte une que tu te entreprise. convertisses à l'islam Euh, pour pouvoir aller faire un tour en Arabie et, Saoudite. donc l'Arabie Saoudite, et j'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs d'y aller en tant que journaliste. Donc, j'ai fait des demandes de visa de journaliste auprès de l'ambassade. Ils m'ont toujours dit que oui, j'allais la voir et j'attends, ça fait 3 ans et je ne l'ai toujours pas. Ah, Ils c'est font dommage. toujours croire qu'ils sont que le pays est ouvert et qu'il n'y a aucun souci. Bien sûr, monsieur, vous allez pouvoir y aller et je n'ai pas de réponse. C'est des belles paroles. Donc, j'avais complètement oublié l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que ça devait être aussi un pays qui aurait pu être très, très, très intéressant. Et parlant justement des pays, est-ce qu'il y a un pays que tu as été visiter, Benoît, que c'était beaucoup moins pire que ce que tu te serais attendu? Est-ce qu'il y a un pays qu'on considère comme une dictature, mais qui, au final, en le visitant, a l'air peut-être moins pire que la réputation que le pays peut avoir? Hum, Non, non, pas vraiment. Peut-être la Biélorussie, bon, qui est la dernière dictature d'Europe. C'est pas flagrant quand vous OK. vous promenez. Minsk est plutôt une ville classique pour la région. Il y a des restaurants, il y a des gens qui sortent. Enfin, voilà. On comprend que c'est une dictature quand on essaye d'aller rencontrer les opposants politiques et quand on se rend compte qu'il y en a pas.
Qu'il y avait une Et que, opposante, je crois, que tu es allé rencontrer, qui avait eu 4% du vote, si ma mémoire est voilà, c'est bonne. exactement. Ouais. Voilà, et sans aucun appareil derrière. C'est-à-dire que cette pauvre dame qui se présentait comme une opposante, en effet, il y a aucun budget, il n'y a aucun parti politique, elle nous a reçus chez elle. Enfin, c'est c'est une apparence d'opposition, mais elle n'existe pas, quoi. Toute l'opposition est muselée là-bas, quoi. Comme dans la majorité des dictatures. Et à l'inverse, le pays qui est le pire ou le pays que tu considères comme étant la pire dictature sur la planète, j'ai un gros doute, mais je veux quand même vérifier si j'avais bien saisi ton message dans les vidéos que j'ai écoutées. Bah oui, je pense que la Corée du Nord, C'est- c'est toujours la pire dictature du monde, oui. Est-ce que tu peux nous Euh, en parler un peu de la Corée du Nord, justement? Je sais que c'est le sujet de prédilection de plusieurs de mes étudiants. C'est tellement un univers fascinant, fascinant dans tous les sens, pas nécessairement positif, mais quel pays oui. particulier. Euh, Bah, oui, alors la Corée du Nord, j'y suis allé en touriste là pour vous raconter un peu les coulisses, enfin, que je raconte d'ailleurs dans le reportage. Mais là, pour aller en Corée du Nord, je me suis fait passer pour un cuisinier à domicile. Euh, j'ai fait un faux site internet de cuistot à domicile. Donc, j'étais censé organiser faire la bouffe chez les gens ou organiser enfin, faire la bouffe pour des baptêmes, des mariages, Est-ce que tu as un certain talent de cuisine pour vrai ou c'était aucun. complet? Alors, c'était mon angoisse pendant tout le tournage. C'est la question que je m'en allais poser. C'est qu'ils me demandent de leur faire à manger. Mhm, Mais ça je aurait pense que pu. j'aurais pu. Je maîtrise plus ou moins les spaghettis bolognaises. Donc, et je pense qu'ils n'auraient pas eu les ingrédients. En fait, j'aurais trouvé un plat Qui n'est pas euh, réalisable. qui n'est pas réalisable là-bas. Mais Parce que ça aurait pu être quelque chose qui arrive, justement. C'est quand même un gros risque de prendre une situation bah, comme ça et d'y aller les yeux bah, fermés. on a eu quand même un gros moment de pression pendant ce séjour. Au bout de quelques jours, je pense que les guides qui nous accompagnaient ont eu un doute Ah, parce OK. que, euh, parce que c'est sûr que oui, j'étais avec Ibar Ibar, qui est mon collègue caméraman. On était censé être deux potes qui venaient voir à quoi ressemblait la Corée du Nord. Lui était prof d'espagnol et moi cuisinier à domicile. Mais bon, Ibar, quand même, arrêtait pas de filmer puisqu'il fallait qu'on tourne tout. Et oui, Et puis moi, exactement. fallait que j'arrive quand même à faire quelques plateaux, comme on appelle ça, parler devant la caméra. Donc on leur faisait croire que c'était pour nos parents, notre famille, pour leur Pour amener un expliquer truc. un peu à Mais ceux qui allaient bon, écouter, là. Ibar, il est pro quand même. Donc, même si c'était avec un petit appareil photo, je pense que ses gestes et tout, oui, c'est pas, Mhm. c'est pas le touriste classique qui filme ses Mhm. vacances maladroitement, quoi. Lui, OK. tout était propre, quoi. Et puis, il filmait tout le temps, il me filmait moi. Donc, d'abord, ils sont allés voir Ibar en lui demandant pourquoi il filmait autant. Donc, bon, bah, il s'est justifié, comme je viens de le dire, en disant qu'il était passionné de photos et que c'était pour sa famille, quoi. Mais au bout de 3 jours, euh, on allait déjeuner avec le groupe. On était tout le temps au sein de ce groupe de touristes, hein. Et on mangeait ensemble le midi et le soir au restaurant. D'habitude, tous à la même table, tous les touristes à la même table, et OK. les guides et les autorités nord-coréennes à côté, quoi. Et un midi, nos deux guides sont venus nous voir en nous demandant à Ibar et moi de venir à leur table, donc de ne pas être avec les touristes. Donc là, on s'est dit merde. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe. Donc, on s'est posé avec elle et avec d'autres autorités, enfin, des gars en costume. Je ne savais pas qui c'était, mais en tout cas, qui étaient très curieux de savoir comment ça fonctionnait un resto pour ma part en France et puis quel était le métier de prof d'espagnol. Oh Donc, là ouais, là. ça, c'était Ouf. vraiment flippant, très, très flippant. Et Ibar, qui a été génial, Ibar, il a réussi il leur a fait en fait une sorte de cours d'accent espagnol. Il leur a expliqué, mais pendant une demi-heure, pourquoi l'accent espagnol était comme ça à Cuba et pas comme ça au Chili. Et Wow, il était mais quel absolument fascinant. réflexe! C'est un réflexe Ah quand ouais, même incroyable. il a été extraordinaire. Vraiment, c'était génial. Et donc voilà, il n'a pas arrêté de parler. Il arrêtait pas. Il parlait espagnol et tout. Il était super. Il était hyper séduisant. Et donc, bon, ils se sont laissés avoir. Et puis moi, j'ai dû leur sortir deux, trois trucs. Je me souviens plus quoi. Mais en tout cas, ils sont passés à autre chose, quoi. Mais on a eu peur quand même. Là, à ce Ça- moment-là, là, on s'est dit, ça peut passer de l'autre côté, quoi. Est-ce que c'est la fois où tu as eu le plus peur pendant le Dictature Tour ou
Non. Non, j'ai eu très peur en passant la frontière, en allant en Corée du Nord aussi, parce que l'histoire est assez compliquée à raconter, mais je vais quand même essayer. Vous allez voir, je raconte pas très bien les histoires, mais j'arrive à la frontière nord-coréenne et le douanier me demande mon passeport. Je lui tends mon passeport, il le regarde une fois, deux fois, trois fois, et il appelle un de ses collègues, il regarde mon passeport, et là, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mhm. Et ils me disent de me mettre de côté. Là, je vois tous les autres passer, tous les autres qui étaient dans l'avion avec nous, tous les autres touristes dont Ibar passer Donc, une fois et descendu disparaître. en Corée du Nord, dans le fond. Là. Premier contact à la frontière, à l'aéroport de Pyongyang, devant ce douanier, mais en uniforme militaire Mhm. nord-coréen. Donc, c'est la première fois que je vois en vrai ce costume, qui est assez effrayant. Et le mec me dit, il me dit, il me baragouine en anglais, mais je ne comprends pas bien, mais il y a un souci, quoi. Et ça a duré une demi-heure. Ils sont repartis avec mon passeport. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je suis mort tout de suite. En fait, je vais me faire arrêter. Ils se sont rendus compte, ils ont tapé mon nom. Même si le site internet de cuisine à domicile avait été référencé pour être en haut de la page Google, je pense que, enfin, je pense pas, je le sais. Si on allait dans la deuxième page Google, il y avait Benoît Chaumont, journaliste. Hein. Oh, oh là là, OK. Donc, je Donc, me suis dit, bon, ils ont trouvé la deuxième page Google. Ah bah c'était l'enfer, c'était l'horreur, vraiment. est-ce que tu as fini Vraiment par flippé. savoir qu'est-ce qui s'est passé Oui, ou... oui, oui. Ben, en fait, j'ai su, c'est que j'avais déjà fait une demande l'année d'avant auprès de l'agence avec un passeport, avec un numéro de passeport, sauf que ça avait été annulé parce que alors, je crois qu'il y avait, je crois que c'était un volcan. Ah non, ça c'était pour aller en Bolivie, un volcan qui était en éruption en Islande. Donc c'était pas le volcan, c'était, c'est marrant, c'était une épidémie. Je me demande si c'était pas le, la grippe A ou le SRAS. Et donc oui, ils avaient le fermé. SRAS, Je ça se pourrait pense très que bien. c'était sûrement le SRAS. C'était sûrement le SRAS. C'était le SRAS, en effet. Ils avaient fermé totalement la Corée du Nord. Plus personne pouvait y rentrer. Et plus les journalistes, plus les touristes, pardon. Je m'y perds. Heureusement que j'ai pas fait ça là-bas. Et Hein. non, oh là là. Et donc, bref, le voyage avait été annulé. J'avais refait une demande l'année d'après. J'avais envoyé mon nouveau passeport que j'avais changé entre-temps parce que entre-temps j'avais fait un paquet de pays comme donc des pays comme j'avais dû faire l'Iran, j'avais dû faire le Swaziland, j'avais dû faire le Pakistan. Donc j'avais un passeport qui ressemblait vraiment à celui d'un journaliste ou au pire d'un espion. Donc je Mhm. l'avais Qu'il n'y avait déclaré, rien de positif pour une douane en Corée du Nord. Là. ouais, je l'avais déclaré perdu à l'époque. J'avais dit à l'agence de voyage que j'avais changé, mais manifestement l'agence de voyage n'a pas transmis le bon numéro aux autorités nord-coréennes. Donc, quand je suis arrivé à la frontière nord-coréenne, ils n'avaient pas le bon numéro qui coïncidait avec le visa que j'avais OK. obtenu. OK. Donc, voilà, c'est pour ça que ça coinçait. Donc, il m'a expliqué ça. Et là, tout de suite, il m'a expliqué, j'ai compris que tout de suite, je me suis rappelé de toute cette histoire-là. Et donc, je lui ai raconté que j'avais perdu en effet mon passeport et que c'en était un autre et que le numéro n'était pas le bon. Puis Et je suis passé. ça a Je passé, ton laissé, suis ton passé. cru. Ouais, 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 ouais. Wow! Quand même, quand même. C'est toute qu'une aventure. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça ailleurs dans le monde qui méritent la peine d'être racontés? Oui, j'ai eu aussi assez peur en Tchétchénie, donc pour le premier reportage de cette série, puisque on y est allé pour l'anniversaire de Ramzan Kadyrov. Donc il y avait une fête à Grozny avec un concert sur la grosse place de la capitale. Et donc nous, on est en train de tourner avec Charles Baget, le caméraman. Et là, on entend une énorme, énorme explosion, mais énorme. Et on ne comprend pas, enfin, c'était genre à 100 mètres derrière nous, quoi. Et là, tout de Ah, suite, on voit plein de OK. mecs en civil sortir des kalachnikovs, des flingues et tout. En fait, il y avait plein de flics partout. Ils Wow! verrouillent, on ne peut pas voir, mais on voit qu'il y a un truc qui a explosé dans la rue, quoi. Et on ne peut pas se rapprocher pour aller filmer. À ce moment-là, je me dis, bon, ça se trouve, c'est quoi? C'est peut-être, je sais pas, une voiture qui a pris feu, qui a explosé ou une explosion de gaz, quoi. Et Mhm. finalement, non, c'était un kamikaze qui voulait se rendre à l'endroit où on était nous, donc dans le public, là, pour se faire exploser. Mais il s'est fait contrôler par des flics et quand ils ont vu sa charge, il a déclenché et il y a eu, je crois, Au 5-6 les flics, checkpoint. ouais, tous les flics, il y a eu 5 flics de tués. Mais bon, c'était pas loin et si jamais il avait réussi son coup, je pense qu'on aurait été dedans.
Donc Aïe, là aïe, aussi, c'est aïe, un peu avec du recul, c'est frustrant. quand même, un moment assez intense. Une angoisse qui a suivi, c'était que il se trouve que on avait le bruit de le caméraman filmait au moment où ça explose, donc on avait de quoi raconter cette histoire. Et là, tu te dis, ouais, bon, s'ils apprennent ça, si ils savent, et ils savaient qu'on n'était pas loin, parce qu'il y avait quand même des mecs des mecs des renseignements un peu partout qui nous suivaient. De Donc, façon subtile. on a eu peur qu'ils nous confisquent tout le tournage. Et finalement, ça a été correct. Pareil, pareil. Parce que de mémoire, on l'entend dans le reportage Ouais, on du entend Statut vraiment, Retour. on entend l'explosion. Ouais. Ouais. Puis on voit aussi un peu le choc, je crois, dans ton visage, parce que ça devait être Ah ouais, assez particulier. j'étais un peu pâle. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça que tu pourrais nous raconter? Est-ce que tu as eu déjà peur d'être emprisonné ou peut-être que même aussi être menacé de kidnapping ou des trucs du genre? Non, les craintes d'être emprisonné, c'est ce que j'ai raconté en Corée du Nord. Mais bon, faut reconnaître que enfin, cette question revient souvent sur est-ce que tu as peur. En Corée du Nord, il y a un vrai risque, en effet. Je pense que s'ils s'étaient rendus compte de nos réelles identités, on aurait pu Mhm. passer des semaines, voire des mois en prison. Mais dans les autres pays, à mon avis, c'est une question, c'est quelques jours en garde à vue, et puis ensuite, vous êtes renvoyé dans le premier avion direction Paris, quoi. Donc, ce OK. risque-là, une fois que tu t'es dit, bon, OK, je le prends, eh bien voilà, tu l'acceptes, et puis voilà. Puis est-ce qu'il y a des pays que tu as peut-être remarqué qui étaient complètement absurdes ou avec des règles particulières? Je pense, tu as nommé le Swaziland tantôt. Est-ce qu'il y a des pays comme ça où tu comprenais pas la façon que les gens Ah bah, pouvaient agir ou réfléchir? Ah ouais, la Birmanie. La Birmanie, Oui, la dictature de l'absurde. c'est l'absurdité sous forme d'un C'est pays, l'épisode que d'un régime. c'est l'épisode Euh, que mes étudiants ont trouvé le plus drôle et le plus absurde parce que justement, c'est dingue. c'est à n'y rien comprendre. Si tu peux peut-être expliquer un peu justement le monde de la Birmanie, je pense que les gens vont être intéressés. La Birmanie, ce qui est le symbole en fait de cette absurdité, c'est surtout cette dictature, cette capitale qu'ils ont déplacée. C'était Rangoon et ils ont décidé du jour au lendemain de déménager la capitale, tous les services administratifs, tous les ministères, en plein milieu du pays, dans une ville. C'était un village, donc ils ont rasé le village et ils en ont fait une capitale qu'ils ont montée qu'ils ont construite en quelques mois, quoi, qui s'appelle Naypyidaw. Et c'est une ville totalement fantôme, c'est-à-dire que c'est une ville avec des palais gigantesques, des autoroutes devant le palais de l'Assemblée birmane. Il y a une autoroute, c'est une 12 voies. Enfin, c'est 2 fois 12 voix, quoi. 24 Et en voix. fait, Wow. l'histoire qu'il raconte, c'est que en fait, il n'y a personne dessus, hein, c'est totalement vide. C'est que ça aurait pu servir en cas d'invasion américaine ou d'invasion étrangère et tout, OK, de piste OK. d'atterrissage. Ah! Euh, Elle avait et une alors, double, double cette ville est fonction. tellement fantôme que c'est même pesant, quoi. C'est-à-dire que vous voyez personne, quoi. Tu passes, t'es au resto le soir, il n'y a personne, le midi non plus. Non, j'y suis allé plusieurs fois puisque j'ai fait aussi un documentaire sur la Birmanie de 52 minutes, donc j'ai pu y aller plusieurs fois et je suis resté une fois une semaine à Naypyidaw. Il fallait qu'on parte, quoi. On devenait fou, quoi. C'était Oh. Et la petite histoire rigolote, j'imagine que c'est le zoo. Il y a un zoo là-bas. Exactement, c'est Et le zoo avec les ils font pingouins. croire qu'il y a des Oh. pingouins, mais les pingouins, ils sont tous morts parce qu'il était trop chaud. Ou le Aïe, mec qui aïe, me dit, aïe. on a des pandas aussi. Et on va voir, c'est pas du tout des pandas, c'était des ours. Aïe, aïe, aïe. Puis, je me rappelle aussi, il y avait quelque chose avec l'astrologie. On avait beaucoup Oui, alors la junte d'astrologie. birmane, le pouvoir birman sous la junte était passionné d'astrologie et donc il y a des décisions qui ont été prises sur les conseils d'astrologues, notamment, alors j'ai plus la date en tête, mais le déménagement de la capitale dont je vous parlais, ça a été fait le 11 chez 2000, je ne sais plus exactement, Mais mais c'était parce quelque qu'on nous chose avait avec placé un les. pouvoir, après, il y avait quelque chose avec le chiffre 11. Wow. Euh, et, euh, et je crois que c'est un astrologue aussi qui a demandé à ce qu'on change le sens de circulation de la ville. C'est une ancienne colonie anglaise, donc il roule à gauche. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, ils ont changé le sens de circulation, sauf qu'ils avaient toujours les volants avec les voitures avec le volant à droite ou à gauche. Je sais plus, je m'y perds, mais vous imaginez le truc. Donc moi, j'ai essayé, j'ai conduit.
Oui, on Donc, le voit dans la vidéo. quand vous voulez doubler, c'est hyper flippant parce que vous ne voyez pas ce qui arrive en face. Oh, wow. Donc oui, ça, c'est complètement dingue, quoi. Conduire dans les pays comme ça, dans les pays en dictature, est-ce que c'est quelque chose qui peut être dangereux? Est-ce que Donc, c'est... c'est une très bonne question parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais eu aussi peur en fait en tournage que en voiture. OK. Je me Ah, suis toujours dit que c'était comme ça qu'il pouvait m'arriver quelque chose. parce que tu n'étais pas en Les contrôle de chauffeurs, la situation. dans beaucoup de pays, en effet, c'est n'importe quoi. Les routes sont dans un sale état. Les chauffeurs ont l'habitude, mais pas nous. Donc, moi, j'ai tendance à rouler à 30 km/h sur ces routes-là, et eux, ils sont à 100, quoi. Donc, Aïe, aïe, aïe. j'ai eu plusieurs fois très peur en voiture. Ouais. Je comprends donc. Benoît, si tu permets, on va changer de catégorie. On a parlé beaucoup du dictature tour, mais il y a aussi un autre élément que je présente souvent en classe qui est le fuck de système j'appelle ça un univers parallèle sur des gens qui ont décidé de vivre en autarcie, qui ont décidé de vivre dans leur propre monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de fuck le système et des endroits où tu es allé visiter? Oui, donc fuck le système. L'idée, c'était de faire des immersions dans des communautés qui ont décidé de vivre en marge de la société. Alors, le plus coupé du monde possible, en effet, comme tu le disais, dans un monde parfois parallèle. Donc, j'en ai fait 8, je crois. J'ai fait 8 destinations, 8 immersions. Celle qui m'a le plus marqué, c'est sûrement les Ménonites en Bolivie, qui sont les C'était cousins germains perturbant, des Amis. juste à écouter, c'était perturbant. Donc j'imagine que d'être témoin de cette... Alors, c'était à la fois perturbant parce que, en effet, on voit quand même la tristesse chez les plus jeunes. Ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit à la modernité. Alors, je ne dis pas que c'est grave de refuser la modernité, hein, pourquoi pas. Euh, mais, euh, mais les jeux sont interdits chez les Ménonites. Les enfants n'ont pas le droit de jouer. Le plaisir est interdit. C'est péché, le plaisir, Wow! pour des raisons religieuses, hein. Donc, oui, ça c'est effrayant. Après, de manière assez égoïste. En revanche, ce qui est dingue, c'est d'avoir le sentiment de faire un retour en arrière, un siècle en arrière, quoi. J'ai vécu dans la petite maison dans la prairie, quoi. C'est le même décor, mais en version plus trash, quoi. Un peu comme les Amish de ce que j'avais Avec compris. des Amish nuances, et quoi. Ménonites se ressemblent quand même un petit peu. Ah, je crois que les Ménonites sont encore pires que les Amish, quoi. C'est OK. encore plus radical, quoi. Wow. Euh, ouais, non, c'était absolument fou ce tournage. C'était en Ouais. Bolivie, si je me trompe pas. Puis je crois Exactement. que les gens là-bas parlent une langue qui n'existe plus de mémoire. Non, ouais, il parle le bas allemand, qui est une sorte d'allemand, mais avec le temps qui a tellement muté, et puis vu que ces Ménonites vivent en Amérique du Sud, enfin, il y a eu plein de mutations dans cette langue. Donc en effet, oui, quand j'ai voulu faire traduire les quelques passages que je ne comprenais pas pendant mon tournage, j'ai trouvé un traducteur de bas allemand à OK. l'Institut Goethe en France, qui n'était pas débordé, hein. Ça devait être assez Et, je lui ai, tranquille. et je lui ai fait écouter des passages et il ne comprenait pas. C'était encore autre chose que le bas allemand. Ça avait Encore muté. pire que l'accent québécois et l'accent français, là. Ah, ça va, on se comprend depuis tout Oui, à oui, l'heure. oui, vraiment, vraiment. Oui. J'étais un peu stressé justement d'avoir un vocabulaire un peu plus québécois, mais je pense que on est capable de bien se comprendre, c'est tant mieux. Je vais continuer aussi avec le fuck le système parce que mes étudiants, ils se sont beaucoup pris d'affection pour le doc à Slab City. Ah, Raconte-nous un peu Slab City, qui est à mon avis d'accord. l'endroit le plus étrange qu'on peut visiter, qui est quand même dans le pays le plus industrialisé, le plus riche du monde. Parle-nous un peu de Slab City, s'il te plaît. Moi aussi, je m'étais pris d'affection pour le doc. C'est vraiment un personnage absolument incroyable. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner avec ma fille plus tard, OK. en espérant que le doc sera toujours là, parce qu'il n'a pas une hygiène de vie parfaite. Euh, Est-ce qu'il y en euh, a qui ont des hygiènes de vie parfaites à Slab City? Je ne crois pas. Par là, j'évoque les drogues, hein, surtout, hein. Oui, on avait cru Euh, comprendre dans l'épisode que... Euh, oui, Slab City, c'est un squat géant en plein désert californien, à peu près, je crois, de mémoire, je crois que c'était 200-300 km de San Diego, près d'une ancienne base militaire. Et là, se sont posés des squatteurs, enfin des gens
bon, bah, voilà, qui ont décidé de vivre en marge de la société sur un terrain qui squatte. Et ils ont aménagé cet endroit. Et le résultat, ça donne. C'est Mad Max, quoi. Pour le coup, là, c'est vraiment. J'étais dans l'univers de Mad Max, quoi. Euh, Avec voilà, des personnages qui sont complètement déconnectés, en fait, et qui vivent entre eux. Il y a une petite scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Oui, oui, oui. Et il y Into avait the un fait, je pense Wild. que c'était Saint-Valentin, si ma mémoire était bonne. De quoi? C'était pas la journée de la Saint-Valentin quand vous étiez allé visiter. Ah, peut-être. Non, Je mais me je veux dire, rappelle qu'il y avait un Cupidon un peu bourré, là. ah oui, 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 il était super. Mais bien sûr, c'était ça, c'était la Saint-Valentin. Ah oui, 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 il me faisait un peu peur, lui. Oui, 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 c'est vrai. Et donc, Slab City, bon, bah voilà, on a loué un camping-car et on s'est posé là-bas pendant plusieurs jours. Et on a découvert des gens charmants, mais on ne s'est pas enfoncé non plus trop parce que il y a aussi le côté Breaking Bad et des laboratoires de méthamphétamine. Et ça, on nous a tout de suite déconseillé d'essayer de s'en approcher, quoi. Ouais, ça aurait pu mal terminer, hein. Hum. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'au contraire, il y a un endroit où tu as été agréablement surpris qui était positif, justement, en tant Ah, qu'autarcie ou que monde parallèle? Ah oui, il y en a deux que j'ai vraiment adorés. Enfin, je les ai tous adorés. Enfin, je veux dire, tout était passionnant et intéressant. J'ai une chance énorme Mais est-ce qu'il y en a de un pouvoir que faire ça. tu aurais pu accepter d'aller y vivre, mettons? Ah, non, aucun. OK. Bah, non. En revanche, y passer plus de temps, oui. Euh, et notamment les gitans irlandais. Ah, OK, oui, oui. Les gitans irlandais, je fais des références à des films à chaque fois, hein, ça parle. Alors là, c'est Snatch avec Ah! de Guy Ritchie, Oui, oui, avec oui. Brad Pitt. OK, oui, oui. C'est ça. Ou Peaky Blinders, pour ceux qui ont vu la Qui série. est un peu plus moderne, oui, Ouais, effectivement. voilà. OK. Mais bref, oui, les Gitans irlandais, c'était absolument génial. Mais ce qui est vraiment super, et j'espère que c'est ça que j'ai réussi à montrer, c'est que c'est souvent des communautés qui ont. Les gens ont des a priori, enfin, qui ont très mauvaise réputation. Mhm. Et en fait, quand vous passez du temps avec eux, vous vous rendez compte que bah voilà, ils sont comme vous et moi, quoi. Enfin, pas, ils sont non, ils ont décidé de vivre différemment, mais bon, c'est pas des coupeurs de gorge, quoi. Enfin, ou les voleurs de poules, comme On pour les les gitans, appelle. pour les gitans. Mhm. Et là, ouais, c'était assez sympa, ce tournage dans cette foire aux chevaux, au fin fond de la Oui, campagne oui, anglaise. oui. C'était beau, c'est hyper cinématographique. Les gens étaient très, très sympas. On a passé du temps le soir au coin du feu à discuter avec ces gens qui ont décidé, eux, c'est le symbole de la liberté, en fait, leur vie. Ils sont C'est un sur peu la route. l'anarchie, c'est un peu, ouais, justement, la L'anarchie, c'est plus liberté. Slab City. Slab City, c'est vraiment ça. Le concept, c'est en effet un truc totalement anarchique. Euh, chez les gitans irlandais, non, il y a des codes. Non, il y a la famille. C'est pas Ah, anarchique, OK, c'est OK, très OK. codifié. Il y a la famille qui est essentielle, le respect de la maman, le respect de la famille, et voilà. Donc, non, 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 il y a des règles. Et sont très, très religieux aussi, les gitans. Ce Donc, sont très des catholiques, croyants. j'imagine? Ouais, je crois. Ouais, non, je sais pas. Non, bah non, protestant. Non, non, bien sûr que non, protestant. OK, Ouais, ouais, non, non, non. Ouais, ouais. je suis pas sûr. Ouais, ouais. Je me rappelle aussi que la cité de Auroville avait beaucoup intrigué mes étudiants, qui est quand même un endroit assez spécial aussi. Peux-tu nous en parler un peu? Alors Auroville, ça m'a un petit peu déçu, pour tout vous Ah, dire. OK. Parce que le concept sur le papier, pourquoi pas, c'est une sorte d'utopie qui est née dans les années 60. Mais en fait, oui, là c'est intéressant, c'est vrai, c'est que après ce reportage, j'ai plus découvert que c'était un endroit, une sorte de maison de retraite pour anciens hippies qui avaient un peu de OK. thunes et qui allaient s'installer en Inde sous un climat agréable, dans un bel endroit, à prendre des cours de yoga et manger bio, tout ça, c'est super, hein. Mais cette absence de propriété qui vante, bah, pareil, c'est une réflexion intéressante de dire que personne n'est proprio de sa maison, mais c'est pas totalement vrai. En fait, ils sont tous dedans et ils veulent pas les lâcher. Non, exactement. Euh, Mais je et, crois que et- s'ils quittent, ils peuvent pas rien amener de mémoire. ouais. Et puis l'autre petit détail, c'est que il y a un service de presse qui est très encadré. Enfin, pour avoir l'autorisation pour aller tourner à Auroville, c'est pareil que pour aller tourner. Euh, eh ben, j'ai pas ma vanne. J'ai pas... On va dire Eh ben, En Chine, tiens.
En quoi? On va En aller, on Chine? va dire en Ouais. Chine. Bon, bref, en tout cas, j'ai dû remplir plusieurs formulaires, bien expliquer ce que je voulais faire pour aller à Auroville. C'était compliqué, quoi. Et cette personne du service de presse qui prône un monde nouveau, meilleur, sans propriété, en fait, en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait un appartement à Bordeaux qu'elle louait et que c'est cet argent-là qui lui permettait d'être tranquille en Inde, quoi. Wow. Euh, OK, donc tout est dans bon, les apparences et C'était pas dans un la peu décevant. réalité. Alors, non, tout le côté écolo est absolument génial parce que c'est efficace, parce qu'ils sont autonomes, parce que voilà, autosuffisants. Mais bon, il y a des côtés que, enfin, tout n'a pas marché, quoi. OK. C'est un peu ce qu'on voit aussi. Je crois qu'ils étaient censés être 50 000, puis ils sont quoi? 4-5 Alors, 000? ouais, oui, oui, ils sont, ouais, je crois que c'est ça, oui, les chiffres. Donc, en ayant fait le tour du monde comme ça, est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais retourner, mais en tant que simple touriste, pas nécessairement pour faire un reportage? Est-ce qu'il y a un Ouais, bah, pays qui... la plupart, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, la plupart, non, pas dans les dictatures, hein, mais la plupart des peuples système, j'aimerais bien retourner, j'adorerais y retourner avec ma fille, oui. Les Rastas en Jamaïque, ça aussi, c'était très intéressant. Les vrais Rastas qui vivent reclus dans les montagnes. Oui, 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 qui sont Euh, des euh, descendants de Bob Marley, là. ouais, ouais. Donc, oui, il y a plusieurs endroits où j'aimerais retourner, ouais. Puis justement, est-ce que tu as des projets pour la suite des choses? Parce que si on s'imagine dans un monde où la pandémie de COVID se termine, qu'est-ce que Benoît Chaumont va faire prochainement ou pour la suite des choses? Bien, là, pour les prochains mois, je vais être rédacteur en chef dans une boîte de prod OK. qui produit une émission qui s'appelle C'est dans l'air. Donc ça, c'est les projets à court terme. Et pour la suite, je sais pas, on verra. Euh, oui, j'aurais bien. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire ce que je faisais là, mais en plus long. Mais pour l'instant, les producteurs se sont pas bousculés. OK. C'est Euh, c'est dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertinence à faire ce genre de reportage-là parce que on connaît rien de notre planète. Puis c'est quand on voit des bah choses oui. comme ça qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui se passent en temps réel pendant que nous, on discute présentement, que ça vaudrait la peine qu'on soit capable d'en savoir plus sur le monde où on vit. On serait peut-être plus reconnaissant de vivre dans une démocratie, malgré les défauts du Canada et de la France. Je suis convaincu qu'on est beaucoup mieux dans ces pays que dans une dictature. C'est très vrai parce que faut toujours penser aux gens qui sont là-bas et moi j'y allais quelques jours et ensuite en effet je rentrais dans mon cher pays, la France, et je me rendais compte de la chance que j'avais d'être là, quoi. Et faut jamais oublier ces gens qui vivent sous ces régimes qui sont ultra autoritaires, policiers, où il n'y a pas le droit de vote. Enfin, bref, C'est ce que je m'en allais dire. J'imagine que le sentiment d'empathie doit être assez élevé quand on visite des endroits comme ça. On doit se sentir quand même un peu mal pour les populations qu'on rencontre. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est jamais, c'est toujours assez dur. Oui, c'est vrai, ça pèse, quoi. Moi, c'est ce que j'ai raconté, j'ai déjà raconté. Je suis pas fan de voyager dans ces pays-là. Si, oui, ça me pèse en fait. On y pense, oui. Ça doit être quand même Et assez quand on quitte, stressant. parce que il y a certains pays assez difficiles où vous travaillez avec ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des journalistes locaux qui travaillent là-bas. Donc, vous travaillez avec eux sur place pendant quelques jours. Et ben, après, vous les quittez. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est pas simple, quoi. Ça laisse quand même des belles expériences puis des beaux souvenirs malgré tout. Ça permet aussi de raconter des belles histoires. Benoît Chaumont, je vous remercie beaucoup de votre présence à mon humble émission sur Facebook. J'espère que tu as apprécié. Puis je voulais vraiment prendre le temps de te remercier parce que grâce à toi, grâce à ces capsules-là, il y a des centaines de jeunes Québécois qui se sont intéressés à la politique internationale. Puis je crois que ça vaut la peine de le souligner. Bravo pour ton travail. Je trouve vraiment très, très, très intéressant. Puis je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil. Ça me touche. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde qui nous écoute aussi. On se revoit une autre fois pour un autre épisode de l'Agora du Prof. Bye bye tout le monde. Salut, Jonathan. Merci. Salut!